Marion Graff, née à Neuchâtel, de père suisse et de mère française, habitant aujourd'hui à Chafouz, Marion Graff s'est toujours passionnée pour les langues. Elle a étudié le russe et l'espagnol à l'université de Bâle, puis la littérature française à l'université de Lausanne. C'est sa passion pour la poésie qui va l'amener vers la traduction littéraire. Elle va d'abord frapper à la porte des éditions lausannoises L'Âge d'Homme. Vladimir Dimitrievitch, son directeur, lui offre sa première opportunité de traduire un roman russe avec L'écuyère des vagues de l'écrivain Alexandre Grimm. Puis les éditions Zoé l'appellent pour traduire des auteurs alémaniques et surtout Robert Walser, dont au fil du temps Marion Graff devient la principale voix en français. Elle a traduit de nombreux poètes et romanciers alémaniques, parmi lesquels, pour citer un classique, Konrad Ferdinand Meyer, et plus près de nous, Marcus Werner, Klaus Merz, Erika Burkhardt. La liste est très longue. Et parmi les Russes, je citerai simplement Anna Akhmatova. Marion Graff s'engage au sein de la collection CH pendant une vingtaine d'années pour que des livres d'auteurs suisses franchissent le Röstigraben, pour qu'écrivains et traducteurs soient accueillis dans les classes et en faveur des échanges linguistiques à tous les niveaux de l'enseignement. Elle contribue régulièrement à la formation de jeunes traducteurs, en assurant des mentorats et en animant des ateliers de traduction. Dans le cadre de sa résidence à Lavigny, en tant que lauréate du prix Gilbert Musy 2023, elle a donné au mois de mai dernier une masterclass à l'Université de Lausanne, organisée par le Centre de traduction littéraire. Elle est critique littéraire, spécialisée en poésie, pour le Journal de Genève, puis Le Temps, et a réalisé plusieurs ouvrages, dont l'édition critique des poésies complètes du grand poète vaudois Pierre-Louis Mathey. Marion est également responsable de la revue de Belles Lettres, référence en matière de poésie contemporaine dans le monde francophone. Elle a reçu de très nombreux prix et distinctions, dont le Grand Prix suisse de traduction en 2020 et tout récemment le prix de l'État de Berne 2023. Marion Graff. Alors voilà la revue de Belles Lettres que je vous montre et que je vous recommande à tous. Alors, un grand merci d'être venu. Pour moi, séjourner ici à Lavigny, c'est quelque chose de tout à fait particulier et extraordinaire, parce que je traduis depuis longtemps Robert Walser et que justement, je suis occupée par un projet de traduction d'un nouveau recueil de courts textes de Robert Walser. Et figurez-vous que Robert Walser a publié aux éditions Revolte son 15e et dernier livre en 1925. Donc c'est évidemment avec une émotion particulière que j'habite ici depuis maintenant presque 2 mois et que je partage la vie de château avec des chers collègues, traducteurs pour le mois de mai et écrivains, romanciers pour le mois de juin. La vie de château, pour Robert Walser, c'est quelque chose d'intéressant. Elle tient une certaine place dans ses proses. En général, c'est un refuge sûr pour des écrivains vagabonds, sans le sou, en quête d'aventures sentimentales. Et presque toujours, on y est bien accueilli, et c'est le cas ici aussi. Une belle dame, souvent chez Walser, chez nous aussi. Parfois, c'est toute une cohorte d'artistes dans un très beau texte de vie de poète qui est accueilli là, un peintre, un musicien, un poète, qui évidemment sait prendre la maîtresse de maison, un romancier qui écrit ligne à ligne et qui s'avère être un grand spécialiste des vins locaux. Enfin, ces aventures de château se terminent toujours par le départ des artistes, parce que chez Walser, la dialectique de l'artiste qui est aidé, qui reçoit une aide à l'époque dans la fantaisie de Walser sur le mode un peu médiéval, si vous voulez, ou féodal, l'écrivain toujours doit reprendre sa liberté. Et ça, c'est exactement notre situation, puisqu'on est ici en courte résidence, qu'on en profite au maximum, et qu'après on s'envole pour reprendre notre liberté. Alors, les textes que je suis en train de traduire ne sont pas encore mûrs pour être lus en public, donc j'ai choisi de vous lire un texte que j'ai traduit il y a quelques années, et qui fait partie de ce qu'on appelle le territoire du crayon. Ce serait trop long de vous expliquer en détail toute l'histoire de ce territoire. Sachez seulement que ce sont les poèmes que Walser a rédigés dans la dernière partie de sa vie active,
donc entre 1925 et 1933, avant ce très long silence d'écrivain qui va se prolonger pendant plus de 20 ans, jusqu'à sa mort en 1956. Donc Robert Walser, pendant cette dernière période de création de sa vie, avait pris l'habitude de rédiger ses textes sous forme de brouillon, dans une écriture minuscule, sur des papiers de récupération. Et ces textes, il les passait en revue de temps en temps, il en choisissait qui lui paraissait convenir à tel et tel destinataire, il les transcrivait sur un beau papier avec sa belle écriture, et il les envoyait à des revues, des journaux, des quotidiens, qui les publiaient dans leurs rubriques spécialisées. Donc ça nous vaut une moisson de textes très courts et très enlevés, qui sont destinés en fait à un public très large et très diversifié. Alors là, j'ai choisi un texte qui figure bien dans ce domaine du crayon, ces textes écrits au crayon, dans une écriture minuscule, mais à notre connaissance, ce texte n'a jamais été publié du vivant de Walser dans aucun journal, dans aucune revue. Il a donc fallu à des spécialistes de Walser 20 ans de déchiffrage pour des milliers de pages de ce qu'on appelle les microgrammes et une publication en 6 gros volumes de ces textes restés dans le domaine du crayon. Alors aux éditions Zoé, on en a sélectionné une partie qu'on a traduite et publiée dans un volume il y a quelques années déjà. Donc c'est un tout petit échantillon d'une œuvre colossale, sachant bien que Walser a publié seulement 15 livres de son vivant, qui ont fait quand même sa réputation auprès de cercles d'écrivains, mais que pour nous, modernes, Walser est surtout l'incomparable écrivain, maître virtuose de la petite forme, petite prose, poème aussi, mais surtout la petite prose. Donc je vous en donne un échantillon, une vie de château bien sûr, avec cette fois le pouvoir à l'imaginaire, et surtout Walser nous y apparaît comme un fripon, comme un voleur, comme un brigand, parce qu'il pique ses sujets chez d'autres écrivains, et il s'en vante en plus. Voilà. Alors, il était une fois à Augsbourg, ancienne cité marchande. Il était une fois à Augsbourg, ancienne cité marchande. Ancienne? Pourquoi ancienne? Ne serait-ce pas ici une de ces tournures faciles? Philippine était assise au pied de sa mère et filait. Car filer était le passe-temps des filles de condition, ainsi que guetter par des fenêtres en encorbellement le passage d'éventuels cavaliers, c'est-à-dire de fils de bonne famille. On donnait une grande fête de tir en l'honneur de quelqu'un, à laquelle même l'archiduc daigna prendre part. Dès qu'il vit la belle Philippine, le sang lui monta à la tête. Il eut chaud. Son cœur se mit à bouillonner. Il prit feu et déboucha comme un fleuve avec toutes ses sensibilités ducales dans la mer de Philippine Walser, qui fixait sur lui l'azur céleste de ses 2 yeux tendres, dans lesquels on était en droit de lire comme dans un gros livre « Je te comprends, je te prends, et te voici déjà emberlificoté d'amour. » Quel langage inouï, n'est-ce pas? Les parents de Philippine, qui étaient des personnes sages et expérimentées, prirent des airs soucieux et firent des objections qui témoignaient de la maturité de leur vision du monde. Mais l'amour, une fois de plus, devait remporter une victoire phénoménale, comme si fréquemment au Moyen-Âge, et dans les temps modernes, et jusqu'à nos jours. L'alliance fut conclue. Les noces eurent lieu dans des châteaux de chasse du fiancé et amant princier, encadrés d'une forêt dans laquelle les lièvres se tenaient prudemment cachés sous les fougères, et dans laquelle les fleurs les plus rares fleurissaient intactes, lequel château contenait en plus diverses salles de fête, superbes, avec des peintures précieusement serties de miroirs, ou des miroirs précieusement sertis de peintures, comme on voudra. Le lit à baldaquin, semé de broderies, orné d'aigrettes, dans lequel notre Philippine aux formes titiennes finit par s'enfoncer, était beau à en perdre l'essence, si fabuleusement parfumé et séduisant que l'archiduc, avant de se résoudre à tenir compagnie comme il convenait à la merveilleuse image, sortit crayon et carnet de croquis et entreprit de la dessiner minutieusement. Puis s'ensuivit ce que ma plume distinguée
saute et passe sous silence, avec un sourire imperceptible, pour ainsi dire. Au petit matin, moineaux et alouettes voletaient et gazouillaient devant la fenêtre, et de légers nuages de sainteté et de timidité palpitaient et voguaient comme de petites îles bienheureuses dans la mer aérienne qui recouvrait le château, bleu comme un dais, et c'est ainsi que Philippine Welser vécut un mariage heureux, jusqu'à ce qu'il lui prenne l'idée ou la lubie de vieillir, ce qui, ma foi, un jour ou l'autre, entre en ligne de compte chez la plupart des humains, on ne peut pas le nier. La femme qui a un comptoir de livres sous les arcades et chez laquelle j'ai acheté naguère le livre sur Philippine Welser m'a demandé hier si je ne voulais rien. Non, ai-je répondu. Je n'ai pas le droit de lire. Mais qui vous le défend? Moi-même. Et pourquoi? Ah, parce que je ne fais plus qu'accumuler des réminiscences. Est-ce un tort? Pour un écrivain, sans conteste, puisque sa responsabilité, c'est d'être original et de ne s'appuyer pour écrire que ce qu'il sait en propre. Bon, alors une autre fois peut-être, a-t-elle dit. Et lançant un au revoir, j'ai marché d'un pas puissant, comme un acteur tragique léonin, tout droit au café du théâtre, pour me féliciter de mon intégrité. Je me faisais l'effet d'être absolument sans reproche. Puis-je offrir quelques journaux à monsieur qui nous fait l'honneur de sa visite et ressemble si fort à E.T.A. Hoffmann, m'a demandé le boy. Je repoussai l'offre en remerciant, disant que j'étais enclin plutôt à la rêverie qu'à l'ingestion de lecture. Et tandis que je me régalais des accents de l'orchestre, une réminiscence d'une chose lue me tomba dessus. De quoi avais-je l'air à mes propres yeux? Mais qu'y faire? Je repensais au contenu d'un petit livre de la collection Femmes de l'amour. Il concernait Catherine, tsarine de Russie, amie du roi de Prusse Frédéric le Grand. Ô toi, puissante princesse, réminiscence de choses lues, restée belle jusqu'à ton grand âge, me permettras-tu de brûler un peu pour toi? Ce sera avec circonspection, n'aie crainte. Mais comment pourrais-tu redouter un lecteur réminiscent récidiviste qui, à l'occasion, se fait un plaisir de ramasser par terre un gant de dame, toi devant qui les hommes tremblaient quand ils tombaient en disgrâce? Par malheur ou par chance, je ne sais plus grand-chose de toutes ces catherineries et autres réminiscences. Quand je le veux, je suis capable de tout oublier, même parfois ce qu'il y a de plus beau. Là, je suis assez spéciale, je le dis avec une bouffée d'orgueil. Dans l'opuscule qui parlait de Catherine, ce n'était que chambres et antichambres. Les courtisans volaient sur la pointe des pieds, sur les parquets cirés des corridors, et partout se trouvaient postés des laquais longilignes qui faisaient partie du cérémonial. Ici encore, ma mémoire défaille, mais je la fouette pour la ranimer, je le fais pour une bonne cause, dans l'intérêt des réminiscences. Si seulement nous étions nombreux à avoir ce don. En fait de majesté, l'apparence de Catherine ne laissait rien à désirer. D'ailleurs, je connais ici une tenancière d'établissement qui lui ressemble un peu, ce qui me fait toujours plaisir. Tantôt, elle élevait ses favoris. Tantôt, elle les rejetait au néant, sans seulement remuer le petit doigt. Un air de froideur suffisait. Elle fit autant d'hommes enviés que d'hommes pitoyables, autant de sujets à tête haute que de sujets à tête basse, et resta toujours maîtresse de situation dont la difficulté, Dieu merci, ne lui échappait pas. Et puis après, c'est que nos réminiscences sont tantôt exactes, tantôt inexactes et superficielles. Comme elle était déjà une vieille dame, et que, méditant à sa fenêtre sur les tribulations de la vie, elle plongeait les yeux dans la cour du palais, elle repéra un soldat qui montait la garde. Il lui plut, elle le fit appeler avec une prestesse inouïe auprès de son inapprochable majesté. Elle était et resta toute sa vie aussi facile que difficile à approcher, et elle pouvait être aussi spontanément chaleureuse que glaciale. Pour ça, je peux vous affirmer que c'était une femme. N'aimerait-on pas surenchérir une adorable vieille rouée, quelque chose comme ça? Le soldat se présenta devant elle, et déjà, il se trouvait promu lieutenant. Miraculeuse façon de donner de l'avancement. Oui, voilà comment ça se passait
dans l'entourage de Catherinette, qu'il aurait fallu interpeller par ce petit nom familier, Tonnerre. C'est qu'il en aurait vu de toutes les couleurs, celui qui aurait osé. Et j'étais donc assis là, à rêver, et je devins tout russe. « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» me demanda l'adjudante ou la serveuse qui faisait le service. Pour moi, tout environné de catherinesque hauteur, je ne lui accordais pas un regard, car j'étais encaterinée et tout réminiscent, loin, bien loin, incroyablement loin, vivant lermontoviennement tandis que les silhouettes quotidiennes, dehors sur le trottoir, estompées, mises à distance derrière les vitres, passaient devant moi en glissant, joliment découpées.